Bonsoir. Alors nous voilà repartis pour embarqués avec Yann Châtaignier pour une série de 3 masterclass qui sont de retour après une relativement longue absence au musée. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et je vais d'abord peut-être un peu présenter Yann Châtaignier, puisque c'est sa première expérience avec nous, et c'est notre première expérience avec lui. Yann, vous êtes curator depuis longtemps, avec des grosses expositions à votre actif, avec notamment le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, donc celui de Paris, mais également avec le CAPC de Bordeaux. Vous avez aussi travaillé avec l'IAC de Villeurbanne. Et vous avez créé à Genève un institut curatorial qui s'appelle Live in Your Head, qui vous permet de diriger des projets curatoriaux internationaux. Et parallèlement à cette vie bien remplie de curator, vous êtes enseignant à la HED de Genève, l'école des beaux-arts de Genève, responsable du département des arts visuels dans cette école. Et enfin, vous avez une activité de critique, vous collaborez régulièrement à Art Forum et vous êtes aussi, vous coopérez également avec Mousse, avec toutes les grandes revues un peu quand même, hein, avec Freud, avec Art Press, avec Frieze, Art in America. Enfin, voilà, donc je crois que votre activité avec l'art contemporain est variée, elle est intensive aussi. Et on est très content de vous avoir questionné sur cette forme esthétique multiple et qui a déjà une longue histoire, qu'est la performance. Ça vient un peu s'inscrire diversement par rapport à ce que nous proposions avant, qui avait plutôt des liens avec nos expositions, notre actualité. Ici, dans la deuxième conférence, vous allez quand même vous relier à nos expositions qui sont autour de la question du son, mais toujours axées performance. Et nous sommes très contents de ce début. Donc, je vous laisse la parole. Bien, merci. Vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Alors, j'ai peut-être juste une petite précision. Donc, depuis quelques mois, je ne suis plus responsable des arts visuels au sein de la Haute École d'Art et de Design de Genève. J'ai obtenu ma liberté. Donc, je suis aujourd'hui uniquement professeur, enfin enseignant, et avec diverses autres responsabilités, mais plus légères et qui me laissent plus de temps, notamment pour venir à Lyon à 2 heures de Genève et venir profiter de ce contexte très intéressant pour partager quelques réflexions avec vous. J'ai préparé donc à votre invitation trois petites présentations d'1 heure qui sont des perspectives personnelles sur l'histoire de la performance, qui s'inscrivent au croisement, aux intersections de plusieurs axes de recherche que j'ai pu développer ces dernières années et qui sont un moyen pour moi aussi de rassembler quelques idées, quelques documents et de proposer une synthèse en 3 volets de ce qui pourrait être comme vous l'avez gentiment appelé, une brève histoire de la performance. C'est un peu ambitieux, c'est plutôt 3 incursions, on va dire, un peu à la fois thématiques et semi-chronologiques dans l'histoire des arts, du temps, on va dire, de ces 50 dernières années. Je voulais aussi vous remercier pour cette invitation, vous remercier d'être présent ce soir. C'est une situation un petit peu impressionnante parce que vous êtes très haut et moi je suis assez bas. Mais comme il va être question d'architecture et de politique de l'espace et de la question justement de la relation entre l'espace et la question du pouvoir, modestement, je pense que cette situation est assez intéressante à relever. Cette présentation en 3 temps, je l'ai intitulée tout récemment, j'ai trouvé le titre il y a quelques jours, des corps subtils ou corps subtils.
je vais essayer d'expliquer en préambule un petit peu pourquoi je l'ai appelé ainsi. Dans une volonté de proposer on va dire un prolongement à quelques recherches récentes qui m'ont permis de porter un éclairage sur l'histoire des arts de l'action, on va dire à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, une certaine idée de ce que serait le contemporain à travers une tentative de créer des espèces de constellations subjectives à partir de recherches que je mène depuis une dizaine d'années dans l'histoire des néo-avant-gardes, en essayant de mettre au jour des expériences qui auraient pu être un petit peu moins mises en avant que d'autres au sein des corpus institués et présentés dans les livres d'histoire de l'art, et pas uniquement dans l'ère francophone. Ces trois axes de recherche qui ont nourri ces présentations donneront lieu à d'autres productions. Certaines m'ont permis d'écrire parfois des textes, parfois d'organiser des expositions, parfois simplement d'accumuler de la documentation pour des cours ou des séminaires que j'ai pu donner, dans l'idée que tout cela, à un moment donné, puisse peut-être être rassemblé sous la forme d'un projet plus ambitieux qui pourrait être un livre ou une exposition, ou les deux, ou toute autre forme qui on pourrait en faire la médiation. La première est une recherche que je mène depuis quelques années sur l'idée de la nuit. Alors la nuit, c'est évidemment un très vaste sujet qui a fait l'objet d'ailleurs d'une exposition dans la relation entre la peinture et la nuit au Centre Pompidou-Metz récemment. Mais la nuit, dans ce projet, cette recherche, est plus envisagée d'une manière moins iconographique que, on va dire, théorique, et à voir avec l'idée de l'obscurité, qui a évidemment une relation intime avec la question du spectacle et du théâtre et de la scène, mais aussi de la question du temps. Donc c'est presque une approche philosophique de l'histoire de l'art récent à travers le concept nocturne. Une politique, une approche presque politique aussi de cette idée de l'obscurité, de l'opacité. La seconde est liée à une série de textes et de projets que j'ai menés autour justement de cette idée d'invisibilité, de cette idée du rien ou du vide, du néant, qui m'ont intéressé, de l'invisibilité et de la transparence, de cette question de la relation entre opacité et transparence dans les pratiques contemporaines. Aussi dans une approche à la fois esthétique et politique au sens large du terme, qui m'ont permis de rassembler un certain nombre de pratiques qui se refusaient à une forme de simple ou de pure visualité. Des œuvres d'art ou des expériences esthétiques, des performances, parfois abordées au-delà du strict champ de l'art contemporain, qui cherchent une forme de non-visibilité, ce qui ne veut pas dire d'immatérialité, mais qui veulent s'adresser à d'autres sens uniquement que les yeux, et qui parfois prennent on va dire le corps lui-même, l'esprit, le système nerveux du spectateur comme site de cette expérience. Donc des œuvres qui existent dans la tête des personnes qui les regardent. Donc qui ont à voir avec une relecture de l'histoire de l'art conceptuel, de la performance, et des relations entre l'art et les technologies, notamment la question du son est ici très importante. Et puis le troisième champ de recherche qui recoupe ces questionnements a à voir avec les questions d'intensité. C'est une notion qui est au cœur d'une recherche que je mène actuellement pour les besoins d'une exposition qui aura lieu à la fin de cette année, et pour laquelle peut-être d'ailleurs je me permettrai de faire une demande de prêt au Musée d'art contemporain de Lyon. Et donc je tiens à ce que ce soit enregistré
et qu'il est fort dommage que la direction du musée ne soit pas présente aujourd'hui, mais je la referai par email plus tard, où cette exposition qui s'organise autour des nouvelles esthétiques qui sont nées en Californie dans les années 1960, et notamment à San Francisco, autour des figures de Lamonte Young et Terry Riley, Marianne Zazzila, Pauline Oliveros et d'autres, à voir avec une idée des relations entre on va dire le corps, les technologies et la nature. Et dans une recherche de comprendre comment cette question de l'intensité et de ces opposés ou de ces critiques ou de ces manières de déjouer en quelque sorte ce mot d'ordre de la modernité pour y préférer parfois des idées justement de faible intensité, d'ennui, de répétition, de manière productive et positive et aussi politique, peut être une manière de comprendre un autre versant de l'histoire de la modernité qui a moins à voir avec des grands gestes héroïques, mais parfois avec des formes d'introspection. Tout ça pour dire que cette présentation, elle va être un petit peu oblique par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une histoire conventionnelle de la performance. Et c'est aussi pour ne pas m'ennuyer moi-même, et j'espère que le ton monotone de ma voix vous permettra de plutôt vous relaxer un petit peu pendant une heure, plutôt que simplement purement vous lasser. Aussi parce que j'ai pu, dans d'autres projets, écrire d'autres manières, proposer d'autres perspectives sur l'histoire de la performance, depuis quand même 2007, avec l'exposition qui s'appelait « Un théâtre sans théâtre », et qui avait été organisée, donc j'avais été invité à y contribuer aux côtés de Bernard Blisten et un artiste et collectionneur et archiviste et critique et curateur espagnol qui s'appelle Pedro G. Romero, au Musée d'art contemporain de Barcelone, qui était une première tentative d'écrire une histoire de la modernité depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, à travers les relations qu'ont entretenues les artistes visuels, les artistes de l'art contemporain, des arts plastiques, avec les arts de la scène, et notamment le théâtre, la danse et la performance, en essayant de comprendre pourquoi beaucoup des ruptures et des grands changements, des grandes révolutions esthétiques, des grandes transitions des 100 dernières années avaient souvent à voir avec une idée du vivant, avec une idée de la coprésence de corps dans un même espace, avec une idée de l'éphéméralité, d'une critique en quelque sorte de l'objet d'art, de ses économies, et aussi de sa dimension figée. Et puis après, de nombreux autres projets ont découlé de cette vaste recherche sur laquelle je m'étais concentré pendant 2 ans, dont des projets notamment à Turin, autour des relations, cette fois-ci contemporaines, des artistes avec le théâtre, et puis de nombreuses expériences menées en collaboration avec un artiste danois dont je parlerai à la fin de cette présentation, qui s'appelle Joachim Koester et qui avait exposé à Villeurbanne il y a quelques années, et qui m'avait invité à contribuer à son exposition. Joachim Koester est un artiste qui fait essentiellement des photographies et des films, et dont toute l'œuvre s'organise autour d'une histoire des corps, une histoire des relations entre le corps et l'esprit, et une approche psychopolitique, comme on dit, du langage corporel et de la mémoire des corps, essentiellement dans l'histoire de la modernité, et de ces zones d'ombre, d'une certaine manière. J'ai donc essayé d'imaginer une histoire de la performance qui voudrait diverger un petit peu de celle qu'on m'a moi-même enseignée ou que j'ai pu parcourir dans le cadre de mes différentes recherches. Pour Rosalie Goldberg, qui est une des grandes spécialistes de l'histoire de la performance se définit essentiellement dans une non-définition. C'est un genre qui n'en a pas, d'une certaine manière, qui s'inscrit au creuset ou aux intersections d'autres disciplines artistiques, dans une idée que
dans la relation, par exemple, entre les arts de la scène et les arts plastiques, se jouerait en fait une espèce de zone grise qui se déplace en fonction des périodes, qui ferait que le théâtre irait vers une forme d'art de l'espace, hein, non temporel, et qui jouerait à l'installation d'une certaine manière. Et puis les arts visuels, avec cette propension à rechercher l'expérience, depuis les futuristes, depuis Dada, Fluxus et les autres, les néo-dadaïsmes, les néo-avant-gardes, et l'invention de la performance dans les années 1960, irait vers les arts vivants. Et donc, il y aurait ces mouvements, ces convergences qui créeraient des moments de bascule ou des moments d'oscillation, et la performance se situerait à ces lisières. Donc une définition, d'une certaine manière, par la négative. Pour le critique américain, le théoricien Michael Fried, dans son très célèbre texte « Art et objectivité », publié aussi dans les années 60, le problème pour lui, je dis le problème parce qu'il l'a envisagé à cette époque-là comme une forme de problèmes doubles, c'est-à-dire à la fois de problèmes éthiques et politiques, d'une forme d'art qui devient pour lui du spectacle, d'une certaine manière. Donc les formes de l'art minimal de son pays, aux États-Unis, au début des années 60, dans la relation et la proximité, l'intimité des artistes visuels, des sculpteurs, notamment minimalistes, avec les chorégraphes de la danse postmoderne et de l'école de la Judson Church School. Pour Michael Fried, le problème de l'art de ce moment-là, et au sens aussi d'une problématisation, c'est la question de la théâtralité. C'est-à-dire qu'il décrit les œuvres par exemple, de Robert Morris ou d'autres artistes de cette époque-là. Là, vous avez une image, par exemple, d'une des œuvres les plus, on va dire, singulières de Morris et de cette période de 1961 qui s'appelle Untitled Box for Standing. C'est cette question donc qu'il appelle la théâtralité, dans le sens où la sculpture minimale, en faisant d'une certaine manière se décoller la peinture abstraite de la planéité du mur et des deux dimensions de la peinture dans sa définition moderniste, c'est-à-dire simplement des aplats de couleurs sur une surface qui doivent s'abstraire d'une certaine manière des contingences du présent et être vraiment dans une différence radicale par rapport notamment à la figuration de la publicité, avec l'iconographie populaire, avec le spectacle du cinéma naissant, du cinéma d'avant-garde, la sculpture minimale, en fait, faisant de l'abstraction un objet qui va se projeter dans l'espace et entretenir une relation avec le corps, une relation physique, une relation mentale avec le corps de l'artiste, avec l'échelle du corps de l'artiste. Dans les notes pour la sculpture, Robert Morris explique cette importance de l'échelle entre le corps du spectateur et l'objet qu'il regarde. Donc cette espèce d'équivalence fait que les objets minimalistes, de l'art minimal, ont une présence singulière, une présence corporelle qui est de l'ordre d'une mise en scène dans l'espace qui devient presque scénique. Et donc, en transformant l'espace d'exposition en un théâtre, les œuvres d'art acquièrent cette théâtralité qu'ils considèrent comme un défaut pour ces œuvres. Et on verra qu'en fait, 50 ans plus tard, en fait, on considère que c'était une invention qui ne pourra finalement permettre aucun retour en arrière, puisque l'art de l'installation, l'environnement, les expositions contemporaines rejouent et s'inspirent et continuent de prolonger cette question de l'expérience et du temps de l'exposition, cette question d'une exposition qui n'est pas en quelque sorte uniquement à contempler, mais aussi dont on fait l'expérience physique, donc on traverse des espaces, on interagit, pas nécessairement en appuyant sur des boutons, mais on interagit physiquement et mentalement avec les objets dont on fait l'expérience. Cette question de la théâtralité, en fait, qu'il critiquait, était en fait un tournant majeur de l'histoire de l'art contemporain, face auquel il n'arrivait pas à quelque sorte à accepter cette perte d'autonomie de l'œuvre d'art contemporain
qui allait, d'une certaine manière, bouleverser l'ontologie, la définition même de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Les sculptures de Robert Morris, qui sont comme des présences dans l'espace, j'imagine que vous avez en tête un petit peu ces images, par exemple des premières expositions, où il y a des sculptures grises, qui sont des formes simples, des ailes, des barres, des surfaces, des plateformes, sont pensées vraiment par lui comme des présences presque chorégraphiques dans l'espace. Ce sont des masses, ce sont des surfaces qui ont une dimension physique et qui dessinent dans l'espace des mouvements mentaux. Les sols de Carl André sur lesquels on peut marcher deviennent tout de suite immédiatement évidemment des scènes. Les structures de Anne Truitt sont aussi des présences qui ont à voir avec un corps absent, remplacé par ces formes simples, presque rituelles, et j'en passe, mais simplement pour vous donner un peu des idées de l'omniprésence de ces images chorégraphiques, de ces images théâtrales dans l'art des années 1960 aux États-Unis. Puis la troisième définition que j'ai trouvée, et qui est aussi une autre manière de penser la question, c'est celle de la critique et historienne de l'art canadienne, québécoise, Chantal Pontbriand, qui dit une performance, c'est finalement la littéralité du temps et de l'espace. C'est une expérience dont la littéralité du temps et de l'espace est une composante de base. Une performance est en relation avec la question de la durée, est une œuvre qui en quelque sorte s'incarne ou se réalise dans la durée de sa réalisation. C'est une situation, donc c'est une œuvre située, c'est un processus situationnel qui induit la coprésence dans un même espace de deux corps, en particulier du corps de l'artiste et de celui du spectateur. Cette question de la relation, cette écriture qui induit une relation avec le présent, avec l'immédiateté, avec une situation de confrontation entre l'œuvre qui est produite et le spectateur qui en fait l'expérience, induit forcément une relation avec la mémoire. Et de manière intéressante, ça pose la question, 50 ans plus tard, de l'expérience qu'on fait aujourd'hui de ces œuvres, puisqu'on ne peut pas en refaire l'expérience, quelles que soient les velléités de recréation, de reconstitution de beaucoup de musées ou de curateurs, parfois même d'artistes, pour différentes raisons, avec différents résultats, plus ou moins passionnants. La question reste entière. De quoi faisons-nous l'expérience à partir du moment où on a fait peut-être une fois l'expérience de l'œuvre dont on ne peut pas refaire l'expérience, donc on refait l'expérience de mémoire, ou on fait une expérience d'une certaine manière dérivée. On fait une expérience d'autre chose, on fait une expérience d'une documentation photographique ou vidéo, on fait l'expérience d'une documentation installée, comme dans le cas de cette reconstruction de la Box for Standing de Bob Morris de 1994, qui fait partie de la collection du musée Reina Sofia de Madrid, de manière très intéressante. La boîte est présentée vide avec la photographie que je vous ai montrée précédemment, la documentation de l'usage que l'artiste en a fait dans son atelier. On voit en fait qu'il y a une dimension, une relation à une forme de médiation par le document, par l'archive. Il y a une forme de projection dans la boîte vide, en fait, du corps absent de l'artiste. On fait une autre expérience qui est une expérience de l'invisible, une expérience qui a à voir avec une certaine idée de, je sais pas, d'une chasse aux fantômes. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'idée d'un imaginaire. Donc ça autorise des spéculations. Quand on commence à s'intéresser à ce qui reste des actions, pour reprendre le titre, une célèbre exposition qui avait eu lieu justement au début des années 2000 en Californie, qui s'appelait Out of Actions, et qui était une exposition de restes de performance, qui se posait déjà la question de la documentation, une exposition organisée par Paul Schimmel, avec un catalogue absolument passionnant.
Donc l'histoire de la performance, elle a été beaucoup envisagée à l'aune d'une histoire on va dire des subversions, des transgressions des limites des différentes disciplines, une histoire qui oppose aux objets, aux choses dites mortes, des œuvres d'art conservées dans les musées, vous savez, qui sont conservées pour l'éternité, qui du coup en fait perdent leur capacité à se dégrader, à vivre, tout simplement à être détruites, contrairement aux actions qui induisent en fait un processus, et donc à la fois de création, mais aussi nécessairement de destruction. Des œuvres atemporelles, on y oppose dans ces histoires la question du vivant, la question de l'animation, au sens de ce qui rend une chose vivante, une âme, la question du temps à la fois de l'œuvre, le temps aussi qui agit à l'intérieur des œuvres, du temps qui est à la fois représenté et qui est en même temps un agent de la production artistique, qui a à voir avec la question de l'éphémère, une critique donc de l'espace marchand de l'art, et aussi une critique de la dimension disciplinaire du musée, une critique en fait des conventions de présentation de l'art, et une critique de l'idée même de classification. Ces histoires révèlent à quel point l'histoire de la performance est et reste politique. Les dernières recherches, par exemple de Elvan Zabounian sur les relations entre féminisme et histoire de la performance font partie entre autres, autres historiennes et historiens de l'art, parmi certainement les plus intéressantes dans les dernières années, mais révèle aussi à quel point l'histoire de la performance s'organise autour d'un certain nombre de polarités, comme le contrôle et l'émancipation, la question de la liberté et du cadre. Et en ce sens, elle a beaucoup à voir, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer cette présentation avec cette question de l'espace, avec la question donc de la relation entre le contrôle et cette question de l'architecture, du design des espaces, dans le sens où l'architecture entretient de fait une relation extrêmement forte. Elle est peut-être le domaine dans lequel la question du pouvoir et de l'autorité et du contrôle est la plus prégnante. Elle a à voir en général avec le contrôle des corps, des modes de vie, le conditionnement des déplacements, des points de vue, mais aussi elle a à voir avec la question même de l'espace de l'art, la question du musée, de ses modes de présentation, la question du théâtre et de l'architecture scénique. La question de l'espace scénique et de sa politique a à voir avec la manière dont l'architecture et le pouvoir créent un lien intime entre la mise en scène spatiale dans l'espace construit de la scène ou de l'art et celui, pas si différent finalement de certaines manières, de nos vies quotidiennes, de la manière dont on construit nos identités. Beaucoup d'œuvres dont on va parler vont avoir à voir avec cette manière de faire s'interpénétrer ou de créer des relations entre un espace de fiction, un espace mis en scène, un espace construit, et un autre espace, l'espace de la manière dans lequel se jouent nos relations, dans lequel nous mettons en scène, nous dramatisons nos existences sur les scènes donc, de la vie quotidienne, mais aussi dans les médias, et à travers les fictions que les médias entretiennent, jusqu'à la propagande. Et donc le théâtre a trouvé à l'extérieur de ces espaces, dès les années 1950, pour la période qui nous intéresse plus particulièrement, un espace de liberté, et a trouvé dans l'art un outil d'émancipation de ces conventions traditionnelles. De la même manière, comme je le disais, l'art a employé le théâtre, et notamment ses stratégies spatiales et la danse, et aussi ses inventions esthétiques, comme un moyen de poser la question des corps, des affects et du temps. Et on peut dire que, et on le verra à travers un certain nombre d'œuvres dont je parlerai tout à l'heure, que l'histoire elle-même, dans certains cas, et en particulier dans les pratiques des artistes contemporains, peut elle-même être envisagée comme une scène. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de stratification de la question de la théâtralité ou de la dimension scénique et de performative dans la relation à l'histoire de la performance à plusieurs degrés. Et où en fait on peut même imaginer l'histoire elle-même, l'écriture de l'histoire comme une mise en scène,
comme un théâtre imaginaire, un théâtre de mémoire, dans lequel sont mis en scène les objets, les expériences, les individus et les destinées. Donc ce que j'ai voulu faire avec cette présentation, c'est me concentrer sur autre chose, sur la manière dont m'interroger pourquoi, enfin pas pourquoi, mais d'essayer de proposer quelque chose qui ne se concentre pas de cette manière aussi prégnante sur la question des corps, de la coprésence et de l'incarnation, mais de me demander pourquoi elle n'a pas été abordée à l'aune d'autres critères, comme par exemple les critères qui pourraient être corollaires à ces questions, leur double d'une certaine manière, ou leurs concepts, les concepts sœurs ou frères qui seraient un petit peu absents dans ces histoires, comme par exemple l'absence, l'invisible, l'évanescence. Et pourtant, beaucoup d'œuvres de cette période, en parallèle des icônes de l'histoire de la performance, mettent en scène des corps qui s'échappent, qui s'absentent de la scène, qui se cachent, peut-être pour mieux se révéler, créer d'autres relations et être présents différemment, physiquement, physiologiquement bien sûr, mais aussi mentalement, pas uniquement visuellement. Donc cette série de présentations, après cette introduction un peu longue, mais qui peut-être permet de mieux rentrer dans le propos, j'espère, propose une histoire qui voudrait aller un peu au-delà de l'iconographie traditionnelle de la performance, une iconographie instituée, on va dire au-delà des clichés de ce que c'est qu'une performance, pour proposer un déplacement de l'optique qui fait que la plupart des configurations habituelles qu'on fait, des connexions qu'on fait entre les œuvres dans l'histoire se déplacent, se reconstituent. Et donc de nouveaux points de repère apparaissent qui en cachent donc d'autres. On ne parlera pas dans cette présentation d'un certain nombre d'artistes qui seraient peut-être attendus, mais je serais ravi de répondre à vos questions après cette présentation. L'idée serait de proposer une histoire non héroïque de la performance, une histoire de la performance peut-être non performative, du spectacle non spectaculaire, ou simplement en apparence, pour ouvrir d'autres espaces de recherche moins visibles, plus fragiles et peut-être moins évidents. Je commencerai par la présentation, elle est organisée en 5 petits modules thématiques, et je commencerai avec cette citation de Hannah Alprin, la chorégraphe américaine qui aujourd'hui a presque 100 ans. Elle vit toujours dans la forêt près de San Francisco, et qui disait que pour elle, la danse, c'était l'idée de tisser la danse à l'intérieur de l'espace-temps, et que le corps qui fait partie de la nature doit être accordé ou rythmé au rythme de la nature, celui d'un flot d'énergie plus fin, plus beau, comme les cellules qui respirent l'air à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans cette idée que ce qui se joue aux États-Unis et en particulier en Californie à partir de la fin des années 1950, dans les expériences qui vont être menées dans le Dancers Workshop de Hannah Alprin, c'est cette idée d'essayer d'ouvrir la danse à d'autres agents, de faire entrer la nature, je vous montrerai les images de l'atelier juste après, de faire entrer la nature dans la danse, de faire entrer les corps dans la nature, de faire qu'en fait il y a une espèce d'interpénétration, de tressage de différents agents, différents étangs humains et non humains, comme on dit maintenant dans le domaine de l'anthropologie et de l'écologie politique. De faire que la danse, elle ne se joue pas uniquement avec des corps qui sont mis en scène selon un certain nombre de gestes, de conventions chorégraphiques sur une scène, mais ça peut être une expérience étendue de ce que c'est qu'une chorégraphie, où la question justement du temps, de la lenteur, du détail, de l'invisible sont extrêmement présents. C'est aussi une recherche qui est à la fois esthétique, c'est une recherche aussi qui est politique. Je n'ai pas le temps de revenir sur toute l'œuvre de Hannah Alprin, mais c'est aussi une artiste engagée sur différents fronts, et notamment sexuels, raciaux, mais aussi de guérison. Et aussi presque, on va dire, avec une impulsion spirituelle. Donc il y a aussi, dans l'art américain de cette époque-là, une relation, une intrication très forte entre une recherche esthétique
une démarche politique et parfois des expériences spirituelles. Chez Simone Forti, une autre chorégraphe très importante de cette scène, qui a étudié dans le Dancers Workshop, dans le workshop de Anna Alprin, cette question du visible et de l'invisible, elle est très importante. Simone Forti, c'est une chorégraphe qui va être une des fondatrices de cette nouvelle danse, avec Yvonne Rainer, avec Steve Paxton, avec Trisha Brown, avec Lucinda Childs, qui font l'objet d'une grande exposition, qui ont fait l'objet d'une grande exposition au MoMA à New York il y a quelques mois, qui sont des chorégraphes, des artistes, des penseurs, des femmes aussi qui écrivent des textes très importants, qui vont avoir une influence majeure sur le développement de la scène américaine de cette époque-là. Les idées qu'elles vont amener et qui vont leur être d'une certaine manière empruntées ou adaptées, ou par capillarité utilisées par d'autres artistes, et notamment des artistes hommes et des sculpteurs qui deviendront très célèbres par la suite, naissent vraiment dans ces expérimentations chorégraphiques et en particulier dans la proximité de cette figure de Anna Alprin. Donc cette idée, par exemple, qu'on retrouve dans cette œuvre, Platforms, de 1961. Donc 1961, au niveau de la chronologie, c'est toujours intéressant, même si ce n'est pas toujours comment dire, facile à manier. C'est quand même quelques mois avant la naissance officielle de l'art minimal, ou des premières présentations publiques des sculptures de Karl André ou de Robert Morris ou de Walter de Maria. On est vraiment au tout début en fait, de ces nouvelles esthétiques basées sur des formes simples, sur un certain silence, une certaine réduction de l'art à une espèce de degré zéro de forme primaire, comme on disait, de structure primaire, d'une recherche, d'une certaine idée de la présence à travers un objet mutique. Cette performance, cette pièce chorégraphique, cette action de Simone Forti, je ne sais pas comment l'appeler, cette chorégraphie, se réalise autour de l'interaction entre des plateformes, qui ressemblent à des sculptures minimales d'ailleurs, activées par des corps. Les objets sont comme des présences dans l'espace et vous voyez que le public est placé autour. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles, comme Yvonne Rainer à cette époque-là, vont exploiter de nouveaux types d'espaces chorégraphiques où justement les danseurs se mêlent au public et les danseurs et les non-danseurs font la chorégraphie d'une certaine manière. Et c'est cette différence inframince entre un corps de danseurs qui marche au milieu d'un espace et un corps de non-danseurs qui se déplace d'une autre manière que se joue la chorégraphie. Chaque boîte est ouverte en dessous et est assez grande pour accueillir le corps des interprètes. Alors évidemment, on pense à la Box for Standing de Robert Morris qu'on a vu juste avant. Et les danseurs sifflent un son à une hauteur différente à chaque fois qu'ils expirent. Et à chaque inspiration, les danseurs font silence. Simone Forti explique sa pièce comme ça. Il y a des moments de silence s'ils inspirent en même temps. Parfois, il y a des superpositions. Donc c'est aussi une pièce sonore, c'est une composition musicale, d'une certaine manière. Des fois, c'est comme s'ils se répondaient. Je vois la pièce comme une sorte de duo amoureux. C'est comme quand vous dormez à côté de quelqu'un que vous aimez et vous êtes dans un autre espace. Vous n'êtes pas dans le même espace, vous êtes chacun dans vos propres rêves. Et pourtant, vous entendez l'autre respirer. Il y a cette conscience de chacun, c'est comme une pièce de nuit. C'est une pièce qui est très intéressante puisque les corps sont présents mais ne sont pas visibles sur la scène et qui introduisent d'une certaine manière une forme de relation mentale avec le public qui se situe très près des corps mais qui ne peut pas les toucher, qui ne peut pas les voir, qui les imagine. C'est aussi, ça pose la question du temps puisqu'en fait c'est comme s'ils dormaient, donc ça fait penser à ce temps, cette durée étendue de la nuit, cette perte de temps, ce temps du rêve aussi. Et puis il y a évidemment une dimension, on va dire, émotionnelle qui est absolument passionnante, et une danse qui se joue dans l'espace sonore. Simone Forti vient de publier d'ailleurs un disque, si ça vous intéresse, un très bon label de musique expérimentale américaine qui s'appelle Al Dila, où elle a compilé toutes les
pièces sonores qu'elle a fait qui sont des traces de performance, des chorégraphies pour le son, des expérimentations musicales. Tout ça naît dans cet espace qui est situé à Kenfield, donc au nord de San Francisco, dans la forêt, sur ce plateau de danse qui a été dessiné par Laurence Alprin, le mari de Anna Alprin, qui est présente dans l'exposition actuelle du musée, à travers notamment ses partitions et des photographies de certaines performances. Le plateau a été construit par Laurence Alprin, qui est un architecte paysagiste absolument passionnant, dans l'idée vraiment de s'insérer dans l'espace naturel et de faire entrer la nature et le temps et les sons de la nature dans l'apprentissage chorégraphique. C'est vraiment un lieu qui est à la fois un lieu d'expérimentation dans lequel elle va inviter notamment des musiciens comme Terry Riley, Lamonte Young, John Cage. Elle va beaucoup soutenir Morton Subotnick et d'autres compositeurs de cette époque qui sont les pionniers de la musique électronique, les premiers à utiliser, parmi les premiers américains à utiliser les synthétiseurs. Et l'invention de la musique répétitive se joue vraiment dans cet espace. Dès les années 50, elle va inventer ce concept de danse basé sur l'idée de tâche, et non plus de mouvement ou donc dans l'idée d'une distance ou d'une réduction du geste chorégraphique à une activité presque quotidienne. Marcher, s'arrêter, s'asseoir, porter quelque chose, etc. Et donc à travers l'idée de tâche, task-based chorégraphie ou task-based dance, elle va enlever progressivement tout ce qui était de l'ordre de la convention du ballet contemporain classique. Et dans cette réduction du geste chorégraphique à quelque chose qui serait presque plus rien d'autre qu'un corps qui bouge et qui n'est plus idéalisé, qui n'est plus costumé, qui n'est plus moins genré, etc. Dans cette conversation sur la réduction et dans la proximité de la nature va naître cette nouvelle musique répétitive, minimaliste dont on parlera dans la prochaine séquence. Et puis il y a cette question de la participation qui est très intéressante par rapport à ces questions d'architecture, puisque en fait si là on voit que l'architecture de la scène s'ouvre, en fait il n'y a plus de murs, c'est comme un théâtre sans murs. Il y a aussi cette idée de faire rentrer dans l'architecture, d'une certaine manière, l'activité quotidienne. Et Robert Morris, qui sera à un moment donné, qui va être le partenaire de Simone Forti, qui va participer à certains workshops de Anna Alprin, où il va faire l'expérience notamment de questions d'expérience liées à la présence. Ils vont observer des rochers, il va s'obséder sur cette idée en fait, de la masse, de la gravité, sur cette idée de la présence mutique qui va lui donner des idées de nouvelles formes, qui va faire qu'il va abandonner la peinture au début des années 60 pour se consacrer à la sculpture dans une dimension chorégraphique par d'autres moyens. 10 années plus tard, 10 années après ses expériences fondatrices du début des années 60, il va proposer une première rétrospective à la Tate Gallery de Londres, dans laquelle il va construire des modules que les spectateurs peuvent utiliser. Les spectateurs peuvent monter sur les sculptures, peuvent manipuler les objets, peuvent s'amuser dans l'exposition. Et donc il va proposer une espèce de scène dont les acteurs ne sont pas des performeurs, mais sont le public eux-mêmes. L'exposition aura un succès absolument incroyable. La plupart des œuvres vont être détruites, donc l'exposition par les visiteurs, qui vont tellement apprécier le fait de pouvoir participer, qui vont rendre des œuvres vraiment vivantes au risque de leur destruction. Et l'exposition est aujourd'hui connue uniquement sous la forme d'une documentation. L'exposition était pensée vraiment comme une situation où les gens faisaient leur propre expérience justement de leur poids, de leur gravité, de leur équilibre, et donc était pensée comme une performance. Le deuxième question, c'est quelque chose qui s'organise autour de cette question de la performance privée ou du geste dans la relation avec l'architecture et cette relation entre l'espace public, l'espace privé, entre l'intérieur et l'extérieur, dans l'idée que ce que Gordon Matta Clark appelait le tissu spatial
est une matière dans laquelle les artistes vont vouloir intervenir sous la forme de gestes performatifs. Mais de manière intéressante, les corps ne sont pas nécessairement présents au moment où les spectateurs font l'expérience de ces gestes. Les découpes, pour Gordon Matta Clark, comme il le dit, un artiste avec une carrière fulgurante d'à peine 10 ans, qui va mourir à 35 ans de manière imprévue, sont des sculptures qui sont ce qu'il appelait des anarchitectures. C'était des manières de... je ne sais pas si vous voyez ces images, où il découpait des bâtiments avec des outils de démolition de chantier, et des bâtiments qui avaient une certaine symbolique, ou qui étaient voués à être abandonnés, ou qui avaient une histoire particulière. Et il créait des ouvertures, il faisait rentrer la lumière, rentrer l'air, rentrer des choses immatérielles dans les espaces pour, à un moment donné, proposer une autre expérience de l'architecture qui soit, comme il disait, non-monumentale, c'est-à-dire non monumentale. Des gestes performatifs qui proposaient, à un moment donné, de faire l'expérience d'un espace modifié dont les découpes, comme on découperait un matériau, comme on découperait même presque un corps, la texture des bâtiments étant vraiment utilisée comme une matière presque picturale, où les découpes avec des formes géométriques simples créaient des formes parfois presque des géométries, presque on pourrait dire des compositions, où l'espace intérieur et l'espace extérieur s'interpénétraient, étaient comme des sondes qui révélaient des domaines cachés. L'idée, c'était de créer des relations, des nouvelles relations entre l'espace intime et l'espace public, pour révéler des séparations qui étaient présentes dans l'espace social, des divisions entre des différentes classes de la population, entre différents quartiers, entre différents types d'architecture. Et des domaines qui étaient cachés, dévoilant des informations dissimulées par la société. Elle pénétrait en profondeur pour créer des répercussions sur tout ce qu'elle pouvait influencer. C'est l'espèce d'échantillon de ce qui était donné à voir qui m'intéressait le plus, davantage que les ouvertures qui avaient été provoquées. Ce qui est intéressant, c'est que Gordon Matta Clark était très proche de chorégraphes à l'époque, et notamment de Trisha Brown, dont vous voyez ici une image d'une action de 1973 qui s'appelle Woman Walking Down a Ladder, qui a été réalisée à New York. Elle réalisait beaucoup de chorégraphies qui avaient lieu en dehors des théâtres, en dehors des scènes, et notamment sur les toits de bâtiments à New York ou sur les façades des musées. Je ne sais pas si vous voyez ces images où un homme marche sur une façade d'un musée. Ça a été reconstitué il y a quelques années à Paris. Et là, c'est elle donc, qui descend une échelle, et avec un effet absolument stupéfiant, on a l'impression que l'architecture défie les lois la performance défie les lois de la gravité. Et donc dans ce trio qui était composé de Gordon Matta Clark, Trisha Brown et Laurie Anderson, la musicienne qui est aussi présente dans l'exposition plus haut, il y avait cette idée donc, de cette relation forte avec l'espace de l'underground new-yorkais, cette idée de faire des expériences en dehors des lieux institués de l'art, et aussi de proposer d'autres perspectives sur le tissu urbain que les artistes entendaient modifier, reconnecter, transformer à travers des actions qui créaient en fait un mouvement au sein de différentes communautés. Le restaurant de Gordon Matta Clark, qu'il va ouvrir au début de sa carrière, qui s'appelle Food, était un restaurant communautaire où travaillaient des gens du quartier, un quartier défavorisé de New York, des artistes qui étaient ses amis, et puis n'importe qui voulait venir participer. C'était la naissance un peu d'un art socialement engagé, mais c'était aussi un projet architectural sans architecture. Et c'était aussi en fait un lieu, un réseau, un nœud nouveau, déhiérarchisant, reconnectant différentes entités sociales au travers d'un projet autour de cette idée simplement de manger ensemble, une espèce de rituel imaginaire. Trisha Brown disait j'ai toujours aimé que la danse quitte le sol, et donc elle a toujours fait ces expériences un peu qui créent d'autres relations avec l'espace, inversant les relations habituelles. Là vous avez Splitting de Gordon Matta Clark, 1974, que Matta Clark avait réalisé dans une maison dans le New Jersey qui appartenait à des riches mécènes, et qui était abandonné, et qui lui ont donné pour en faire une de ses premières découpes. C'est évidemment un geste absolument
incroyable, il va couper cette chose comme si c'était une part de gâteau. Il y a l'idée que c'est une performance privée, donc en fait il va faire ça seul avec une équipe, puis après il va organiser un bus et les gens vont partir du centre de New York et on voit dans une documentation que vous pouvez trouver sur internet toute cette faune en fait de gens, d'artistes, de critiques, de curieux qui arrivent et qui voient cette maison coupée en deux et qui essaient de comprendre où est l'intérieur, où est l'extérieur, qui passent leur tête à l'intérieur, qui regardent, qui prennent des photographies. Et ça devient une autre performance. C'est-à-dire qu'il y a la performance, il y a le geste de découper, de faire entrer la lumière, de faire entrer l'extérieur, de montrer que c'est organique, que l'architecture c'est vivant, que ça peut être coupé, que c'est pas là pour toujours, qu'il n'y a pas que les entreprises de démolition ou les régies immobilières qui peuvent décider de détruire une maison, mais qu'un individu peut décider si c'est sa maison de la couper en deux. Donc c'est une espèce de non-architecture, de critique du pouvoir de l'architecte, etc. Mais c'est aussi une très belle sculpture, c'est aussi une forme négative, c'est une des premières découpes qu'il va faire. Donc là, c'est simplement un V, mais en fait, vous voyez, après, il y a d'autres découpes qui prennent des formes beaucoup plus sophistiquées, des cônes qui tournent sur eux-mêmes, des espèces d'ellipses. Donc c'est aussi une forme simple, c'est aussi une sculpture minimale, mais en négatif. Et puis c'est une œuvre relationnelle dans le sens où aussi elle crée en fait un autre espace relationnel avec les gens. Et puis c'est un artiste qui va avoir aussi une continuité dans le temps, donc il va devenir un peu une légende pour différentes raisons, et notamment le fait qu'il va disparaître très jeune, mais aussi que ses œuvres, comme des performances, sont transmises essentiellement par la documentation, et notamment les films qu'il va réaliser, aussi certaines photographies qu'il va commencer à commercialiser avant de disparaître. Mais ce sont des œuvres dont la majestuosité repose sur la dimension éphémère. Et donc il va réaliser dans le quartier de l'Horloge à Paris, en face du centre Pompidou, au moment de sa construction, ce trou qui s'appelle Conical Intersect et qui va percer en fait un cône de lumière à l'intérieur d'un bâtiment en voie de démolition dans ce quartier en train d'être rénové par les autorités parisiennes pour y installer un grand musée où les petits commerçants sont expulsés, les gens sont expropriés d'un quartier populaire où vivaient beaucoup d'artistes, un quartier un peu interlope, comme on dit, mais qui était un quartier vivant, un quartier pauvre. Et donc ces gens qui n'ont pas d'argent vont être rejetés aux marges de Paris, vont être renvoyés dans la banlieue. Et Mata Clark, interpellé par cet événement organisé par la droite française de l'époque, va venir proposer un point de vue sur la situation et va percer un de ces bâtiments en voie de démolition et créer une espèce de longue vue qui va venir observer ce qui se passe de l'autre côté de la rue où se construit ce vaisseau institutionnel qu'est le centre Pompidou. Et puis le bâtiment va être évidemment démoli quelques temps après. Et Pierre Huyghe, en 1996, va, donc 20 ans après la démolition du bâtiment, va projeter le film de Gordon Matta Clark sur la façade du bâtiment qu'il a remplacé, en face du centre Pompidou, pour rappeler la mémoire de ce geste et le fantôme de cette opération politico-institutionnelle, muséale, artistique, libérale, que Baudrillard qualifie comme trou noir de l'histoire de la culture française. Parce que le théâtre, la scène, la performance, à avoir, donc, comme je vous le disais, avec l'architecture, il est difficile de faire l'impasse sur les réflexions de l'artiste américain Dan Graham sur ces questions, qui écrivait dans Théâtre, Cinéma, Pouvoir. L'apparition du théâtre en tant que forme architecturale close coïncide avec la codification des nouvelles lois de la perspective et avec l'émergence politique de l'État-cité bourgeois. La conception architecturale gela la position du spectateur suivant une perspective et un ordonnancement de places assises, reflétant ainsi une hiérarchie politique des points de vue. En substance, Dan Graham s'intéresse à l'histoire de l'architecture scénique et se rend compte que c'est au moment de l'avènement, par exemple, un des exemples qui est donné du roi Soleil Louis XIV, que s'instaure et que s'institutionnalise la scène frontale et la rangée de sièges avec au milieu la meilleure place réservée pour le roi pour observer le théâtre
dans les meilleures conditions. Mais qu'il y a toutes sortes d'autres formes de scènes, notamment le théâtre élisabétain qui est rond, il y a des formes de théâtre antique grec qui ne sont pas forcément frontaux, où il n'y a pas forcément de place réservée à la personne qui a le plus de pouvoir dans la salle. Et donc s'interroge sur cette relation à l'architecture par rapport à l'histoire du théâtre, se prolongeant dans l'histoire du cinéma, avec l'invention d'abord du cinéma dans les théâtres à l'ancienne, où on projette des films, mais on voit quand même l'architecture, les rideaux rouges, on voit le contexte, puis après l'invention de la boîte noire, donc du multiplex, où le contexte s'efface au profit d'une expérience immersive, où il n'y a plus que l'écran. Et donc ce devenir boîte, d'une certaine manière, ce devenir standardisé du rapport à l'image, à la culture, ce conditionnement qui se prolonge évidemment dans la télévision, l'émergence des médias dans l'espace domestique. Et s'il avait continué à écrire sur ces questions, évidemment, il nous parlerait de nos ordinateurs et de nos téléphones et de nos tablettes, qui sont encore plus immersives, encore plus intrusives, encore plus en relation physiologique avec nos corps, avec nos esprits, avec nos cerveaux, nos systèmes nerveux. Il met ça en scène dans une performance de 1975, Performer Audience Mirror, dans laquelle il place un miroir dans son dos sur la scène, reflétant le public. Donc les gens se voient en train de regarder. Lui-même se tourne face au public et décrit la situation dans laquelle il se trouve de manière littérale, en disant « Je vois une personne qui fait telle chose, qui est habillée de telle manière, nous sommes dans cette pièce, dans tel endroit, je suis situé à tel endroit dans l'espace. » Et donc les gens regardent une scène sur laquelle quelqu'un les décrit ce qui est en train de se passer, en même temps qu'ils voient dans un miroir la même chose selon une autre perspective, et entendent encore une autre chose. Et puis après, Dan Graham se tourne et fait la même chose en regardant le public dans le miroir. Donc en fait, c'est un jeu de reflets, de perte de repères, d'une certaine manière, de complexification de la relation à l'espace, et de déhiérarchisation aussi du rapport entre la scène et la salle. On ne sait pas qui est en train de performer, qui est en train de regarder. C'est un labyrinthe mental. C'est un petit peu à la limite aussi d'une perte de sens de la réalité. Donc il y a une expérience presque schizophrénique, on pourrait dire, où en tout cas il y a une tentative d'aller au bout d'une complexification du rapport spatial dans une dimension aussi politique, de poser la question de la relation. Ce qui est assez intéressant, je vois que le temps passe, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout, sinon je finirai la prochaine fois. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a produit la documentation des performances de Dan Graham, c'est un vidéaste néo-zélandais qui s'appelait Darcy Lange. Donc vous verrez dans les crédits souvent des vidéos de Dan Graham, il y a ce nom qui apparaît. Parmi plein d'autres de cette époque, Dan Graham faisait appel à d'autres artistes amis pour documenter ses œuvres, ce qui est toujours le cas évidemment encore aujourd'hui, mais on découvre comme ça des figures qui ont été un peu marginalisées par l'histoire de l'art. Et Darcy Lange, c'est un documentariste néo-zélandais qui a décidé à un moment donné dans sa carrière de documenter des métiers, un petit peu comme un documentariste moderne. Simplement, au lieu d'utiliser la photographie, comme ça aurait pu être le cas au début du XXe siècle, il va utiliser la vidéo qui est en train d'apparaître, qui lui permet de disposer d'outils pour pouvoir filmer pendant de très longues périodes de temps, pour pouvoir presque filmer de manière infinie, notamment des entretiens avec différentes corporations, dont une des séries les plus intéressantes, des enseignants et des étudiants dans des écoles, et des élèves dans des écoles. Et donc, il va mettre en place cette série. Donc là, c'est une série qui s'appelle Work Studies in Schools, et là, c'est Studies of Teaching in 4 Oxfordshire Schools, donc dans des écoles en Angleterre. Et le principe de cette œuvre, c'est de filmer une situation d'enseignement comme celle-ci, de manière très objective, en posant la caméra dans la salle et simplement de voir ce qui se passe. Donc l'enseignant donne son cours, et les élèves écoutent. Puis après, ce qu'il fait, c'est qu'il va amener une télévision et puis les gens vont regarder la situation. Et d'un seul coup, on voit qu'il y a un nouveau rapport qui se crée avec l'espace. Et notamment, au moment du visionnage, les élèves s'assiedent sur les tables. Ils ne sont plus donc dans une situation de réception passive ou de domination par le langage, mais commencent à prendre le pouvoir et à regarder leur enseignant enseigner
et à pouvoir commenter le cours. Puis après, Darcy Lange filme cette situation et représente aux personnes le film de eux en train de regarder leur prof enseigner. Et donc ça crée une espèce de boucle un peu cybernétique, c'est les débuts de ces nouvelles théories psychologiques, qui crée en fait une dynamique qui en fait recrée une relation différente entre les enseignants enseignés et donne la possibilité à un moment donné aussi de peut-être de prendre du recul sur une situation et en tout cas de prendre la conscience d'un rapport à l'espace qui a à voir avec une certaine idée du pouvoir qui peut être déplacée, en l'occurrence là par le biais de cette technologie qu'est la vidéo et la puissance de l'image documentaire. C'est de la sociologie expérimentale d'une certaine manière. Et puis, je trouvais intéressant de mettre en relation cette question du miroir. Donc c'est la question du miroir, elle est omniprésente dans l'histoire de la performance. Il y a Dan Graham avec Performer Audience Mirror, mais on peut penser aux objets en moins de Michelangelo Pistoletto. Il y a un miroir très beau qui en fait est simplement un objet qui reflète, c'est une peinture ultime, c'est-à-dire c'est vraiment juste le reflet de la réalité. Il y a une performance de John Jonas où elle performe devant un public en se regardant dans un miroir. Donc il y a toute une relation spéculaire, comme on dit, à la scène où la relation entre le spectateur et le performeur est une relation d'identification. Et puis Tino Sehgal, en 2002, qui est un fin connaisseur de l'œuvre de Dan Graham et un grand admirateur aussi de son travail, a produit cette œuvre où un performeur effectue un striptease en continu dans l'espace d'exposition. Et évidemment, la question du striptease, la question du miroir, la question du désir est omniprésente dans ce travail, où d'une certaine manière, la relation à la performance pose des questions similaires à celles de Dan Graham, mais on va dire déplacées dans un autre contexte, un contexte contemporain, qui, si on a le temps d'en parler quelques minutes, peut faire penser déjà, premièrement, à la question de... la première question, c'est la question du travail. C'est-à-dire qu'il y a un texte très intéressant d'un critique allemand qui s'appelle Dietrich Diederichsen, qui parle des artistes comme des prolétariens de la performance. Il dit, voilà, on est dans une économie néolibérale où la question de l'image est prédominante et il y a de moins en moins de différence entre un acteur porno et un artiste contemporain. On est là pour faire une apparition à un moment donné, on est consommé, puis après on est oublié. Et donc il dit que en fait, cette question de la valeur, cette question du travail dans l'art, et puis l'omniprésence de l'argent, fait que les industries de l'image sont en train de converger vers quelque chose qui fait que la performance, alors en l'occurrence là, dans une autre définition de la performance, devient omniprésente. Et l'œuvre de Tino Sehgal de 2002, qui fait que en fait, c'est une espèce de sculpture vivante, qui étend complètement la durée de la performance à celle d'une sculpture, puisque dès qu'on entre dans le musée, l'œuvre est déjà activée, la personne est en train de se dénuder. Et quand on part, ça continue, puisqu'il y a d'autres visiteurs qui regardent, et la personne performe en continu, et quand il est fatigué, c'est un autre performeur qui prend le relais. Donc c'est une espèce de chaîne comme ça de production qui fait que la performance a une durée infinie, en théorie, au même titre qu'une sculpture en marbre peut durer des siècles. Cette performance, elle s'aligne sur la durée d'une œuvre sculpturale. Donc en fait, on n'est plus dans une performance, on est dans autre chose qui est assez étrange, très intéressant. Et puis c'est la question du travail, c'est-à-dire que cette personne, c'est vraiment clairement un travailleur. Elle est recrutée parce qu'elle performe la nuit et qu'elle sait faire un striptease, donc c'est souvent des stripteaseurs professionnels qui viennent effectuer ce travail dans le musée, donc un endroit absolument pas du tout adapté pour ça, où justement la question du sexe explicite n'est jamais évoquée, où la question de l'argent est toujours tabou, et où justement la question des corps est souvent un peu réprimée.
en tout cas de cette manière-là. Et donc il y a un geste évidemment absolument étonnant de déplacement de ça, et qui pose la question de la valeur de ce travail. Et donc toute l'économie de Tino Sehgal, c'est d'imposer que ces personnes soient payées et que le budget de production des expositions passe prioritairement dans les salaires des personnes qui l'engagent. Donc c'est une manière de déplacer des masses d'argent d'un monde vers l'autre et de révéler une économie invisible des expositions. Et puis c'est une œuvre qui n'a pas de documentation. Je ne sais pas si vous le savez, mais Tino Sehgal refuse que ses œuvres soient filmées et photographiées. Donc cette documentation que je présente là est non officielle. Elle vient d'un blog organisé par des curateurs qui font une recherche sur le concept de cruising et qui sont des spécialistes de l'histoire de l'art dans la relation avec l'esthétique homosexuelle. Donc ils ont trouvé des photographies, je pense, non officielles de la performance. Ils l'ont mis sur leur blog, mais Tino Sehgal considère que ça n'est pas une documentation. C'est juste une photo de quelqu'un qui, à un moment donné, a déjoué les services de sécurité qui empêchent qu'on photographie son travail. Mais cette idée qu'il n'y ait pas de documentation et que ça se transmet que de manière orale est très intéressant, parce que ça crée de la rumeur, ça joue sur cette question de la mémoire, et ça pose la question aussi d'une œuvre qui essaie d'atteindre une espèce d'ultime je ne sais pas comment dire, pureté de l'expérience, dans le sens où ça essaie de n'exister que dans la coprésence des corps dans un espace. Et puis après, dans le récit qu'on en fait, dans la mémoire qu'on en a, des souvenirs qu'on en partage, et dans les choses qu'on va aussi transformer dans notre mémoire. On va raconter parfois de manière fausse, on va oublier, ou qu'on va imaginer. Donc ça crée du fantasme aussi, ça crée de l'imaginaire, ça crée des fictions, ce qui fait partie complètement intégrante de ce travail. Donc Dan Graham devient stripteaseur par le biais de la sociologie expérimentale. Et puis, je pense que ça va faire bientôt un peu plus d'une heure que je parle. Je vais m'arrêter sur cette quatrième partie pour qu'on ait le temps de quelques échanges à travers une petite mise en perspective de ces questions en relation avec l'idée de l'institution elle-même. Mike Kelly, en 1995, va produire cette œuvre qui s'appelle Educational Complex, qui est une maquette, une sculpture ou une installation basée sur l'idée qu'il va tenter de reconstituer de mémoire tous les lieux dans lesquels il a été élève et étudiant. Y compris, il va aussi intégrer sa propre maison de son enfance. Donc il va essayer de reconstituer à travers de souvenirs, puis après il va se rendre compte que les souvenirs ne sont pas suffisants, donc il va essayer de faire des recherches, de se documenter sur tous les espaces dans lesquels il a été, entre guillemets, conditionné en tant qu'enfant américain, né à Ann Arbor, près de Détroit, puis après se déplaçant en Californie pour aller étudier au Californian Institute of Art dans les années 1970. Il évoque ce travail comme une tentative de se ressaisir de ces lieux dans lesquels sa culture a été formée, mais aussi où il considère qu'il a été abusé par un certain nombre de structures de pouvoir, d'enseignants qui lui ont contraint à réaliser un certain nombre d'expériences. Et c'est notamment dans la relation à l'enseignement de l'art qui va trouver l'origine de cette recherche, où il va commencer par imiter en fait les œuvres qu'on lui faisait faire quand il était étudiant, qu'on le forçait à faire de la peinture abstraite dans le style moderniste américain. Donc il va faire des espèces de parodies de peinture abstraite, déviante. Il va essayer de reconstituer l'intérieur de ces espaces de mémoire, et il ne va pas y arriver, donc il va laisser des espaces blancs, des espaces de projection. Et puis, il va s'intéresser au fait que certains espaces ne correspondent pas à la réalité de ces architectures. Et notamment, il va s'intéresser au syndrome de la manière dont la mémoire, quand on a été traumatisé, s'efface automatiquement. Quand on a été, par exemple, l'objet d'un abus ou d'une violence extrême, notre mémoire s'efface. Et donc, il va se dire qu'il y a dans ces effacements quelque chose de l'ordre d'un trauma qui est lié à un inconscient de la culture américaine, à un rapport à l'autorité, un rapport à la norme,
qu'il considère comme hautement problématiques. Et puis, il va imaginer ce projet dans une relation critique, négative à l'idée d'utopie. En fait, les maquettes, elles vont être blanches, immaculées, comme des projets institutionnels, comme on présenterait un grand musée d'art contemporain ou comme on présenterait une ville du futur. Mais en fait, c'est une ville complètement dystopique. C'est un lieu de contrôle, c'est un lieu de conditionnement. C'est l'inverse d'une utopie, c'est vraiment ce qu'il appelle une dystopie. C'est une ville presque de science-fiction. Pourtant, ça a à voir avec sa mémoire, mais c'est une espèce d'image de ce que serait un futur proche si on laissait un certain nombre de forces contemporaines de contrôle opérer et décider de l'avenir de nos centres urbains. C'est une œuvre qui est assez impressionnante parce qu'elle incarne toute la démarche performative de Mike Kelley, qui, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais vient vraiment d'une pratique de performance. Dès les années 70, il va en hommage à Fluxus, qui l'intéresse, à Dada, à sa découverte des avant-gardes européennes, du futurisme, réaliser des performances avec des objets, du son, une manière de faire délirer le langage, donc vraiment dans une approche très expérimentale de l'art et de la sculpture qui deviennent des accessoires qui sont activés par des performances. Et puis après, sa relation avec la musique expérimentale, la vidéo avec Tony Oursler et son autre collègue Jim Shaw, ils vont vraiment progressivement faire évoluer ce travail essentiellement de performance qui a lieu la nuit, notamment dans des clubs, vers une pratique plus peut-être conventionnelle de sculpture, d'installation, de peinture, de dessin, mais qui va toujours rester dans cette recherche d'une forme d'irritabilité, d'une forme de critique, de subversion, d'étrangeté très très forte. Et cette maquette qui évoque vraiment un lieu carcéral, un lieu panoptique, un lieu désincarné, un hôpital mental, un lieu vide, est une manière de parler du corps sans le représenter que je trouve très intéressante quand il est placé dans le contexte d'une exposition aussi muséale et comme une espèce de jeu de miroir que je trouve absolument passionnant. C'est un complexe dans le sens d'un complexe architectural ou d'un complexe industriel, mais c'est aussi un complexe au sens psychologique. Donc c'est une œuvre qui a à voir avec cette relation, on va dire, émotionnelle à l'espace et qui pose la question en fait aussi du pouvoir tout simplement de l'institution muséale. C'est la même manière que quelques années auparavant, Andrea Fraser, à travers cette performance qui s'appelait Museum Highlights, A Gallery Talk, une des grandes figures de ce qu'on appelait la critique institutionnelle, va proposer une visite guidée d'un musée, Philadelphia Art Museum, en se faisant passer pour un autre personnage qu'elle appelle Jane Docent. Et l'artiste, donc habillée en tailleur gris, se présentant comme une figure d'autorité, une conservatrice ou une professeure, va y proposer une visite de l'exposition qui, en apparence, commence de manière très classique, puis va finir dans une espèce de chose complètement étrange, avec des détails inventés, une visite des toilettes, par exemple, qui devient complètement absurde, et qui est un des hauts moments de cette relation entre la critique de l'institution, la question de la performance et la relation entre le musée et la mémoire. Puis peut-être finir sur cette image d'une performance d'une œuvre vidéo de 2014, une série qui s'appelle Live Through That de Lily Reynaud-Dewar, qui en quelque sorte fait un petit peu la synthèse entre ces deux premiers travaux. Si on le veut, peut-être qu'elle ne le présenterait pas de cette manière-là, mais qui consiste en une série d'œuvres vidéo que l'artiste réalise alors que les musées sont fermés. Donc pendant les montages d'expositions ou aux heures de fermeture des musées, elle va s'inviter à danser dans des espaces d'exposition. En l'occurrence, là, c'était à l'occasion
la remise du prix de la Fondation Ricard, du prix Ricard en 2013, donc pour l'exposition qui avait lieu quelques mois après, en 2014, au Centre Pompidou. En guise de production pour l'exposition, elle a demandé à pouvoir réaliser cette chorégraphie dans l'atelier Brancusi, donc qui est une annexe du musée dans laquelle ils ont reconstitué l'atelier du sculpteur roumain et dans laquelle elle est demandée à pouvoir réaliser cette œuvre vidéo où elle réalise un certain nombre de gestes chorégraphiques qui mélangent des hommages à Josephine Baker avec des gestes plus quotidiens, improvisés, où elle va d'une certaine manière confronter son corps de femme artiste des années 2010 avec les œuvres du sculpteur moderne. Elle va révéler des espaces comme le lobby, comme des espaces moins nobles des musées, comme l'entrée, la boutique, la librairie, des portillons liés à la sécurité. Elle va fumer, elle va regarder ses messages sur son téléphone, et elle va aussi peindre son corps de différentes couleurs. Et dans une autre performance qu'elle va réaliser quelques mois après pour une exposition au New Museum, elle va danser dans tous les espaces du New Museum, à chaque fois en peignant son corps d'une couleur différente, comme peut-être une peinture de Ellsworth Kelly ou une peinture moderniste américaine avec ce système de couleurs tranchées, simples et de rapports chromatiques, en révélant justement tous les espaces un petit peu, on va dire, qui posent aujourd'hui question dans les musées, qui ont à voir avec l'évolution des institutions et leur rapport au pouvoir, au commerce, au spectacle. C'est une manière pour elle comme elle dit, de contaminer les espaces, de désuniformiser la question de l'exposition, de proposer des œuvres à la mesure de son propre corps, de s'approprier aussi des lieux de pouvoir, de se confronter à l'histoire de l'art, et notamment à l'histoire de la sculpture, et aussi de proposer d'une certaine manière une espèce de méditation sur la question de l'expérience. Car si ces performances, comme chez Mata Clark, sont faites pour être réalisées dans un cadre privé, elles sont rendues publiques par la vidéo, qui est un média hautement contemporain. Elles sont aussi faites pour être performées et médiatisées. C'est des performances qui sont faites pour être filmées. Et donc il y a aussi une relation à sa propre image, à son identité, à la question de la représentation de nos corps aujourd'hui à l'heure d'une omniprésence de l'image et de la connexion, et qui fait qu'il y a une manière d'incarner une forme de présence contemporaine un peu, je qualifierais à la fois subversive et complice, à la fois critique et amoureuse en fait de ces lieux de pouvoir, qui fait que sa position, la position politique de cette œuvre est aussi, je pense, ambiguë et d'une certaine manière très contemporaine, dans la mesure où elle entretient, elle crée un lien que je trouve très intéressant entre une identité actuelle et un rapport au musée, à la mémoire et à l'histoire, je trouve très pertinent. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.
Ah ben oui. Ça me rappelle qu'ici, il y a eu une performance exposition. Je pense que le mot performance par rapport à Tino Sehgal n'est pas forcément le plus adapté. Mais lors d'une biennale, il y avait donc ce striptease ici. Voilà. Et pour boucler par rapport au début de votre intervention avec l'art minimal, ce striptease avait lieu dans une salle où Tino Sehgal avait disposé des sculptures minimales, d'une certaine manière, platement scénographiées. Et ça me semblait être une volonté de l'artiste. Voilà, juste pour faire une sorte de boucle par rapport au début de ce que vous avez dit. Oui, j'avais vu cette présentation à l'époque. Il y avait notamment une sculpture de Larry Bell, je pense, avec des surfaces opaques réfléchissantes. Et puis je me rappelle qu'il y avait un stripteaseur ou une stripteaseuse qui était un peu caché derrière et qui se déshabillait en se regardant dans la sculpture. Si. Dan Graham aussi, je pense, ouais. Dan Flavin, je pense. Qui devenait un peu comme des néons de boîte de nuit. Ouais, je me rappelle de cette présentation. Ouais, c'était bien. Je pense aussi, ouais. Mais on trouve toujours pas de photographie officielle de ces performances. Mais en tout cas, c'est plus autorisé. J'ai l'impression que ça circule plus facilement. Oui. Alors, on va essayer de garder le micro parce que c'est enregistré. Oui, mais c'est enregistré. Après, c'est... Alors moi, en fait, je voulais vous demander si vous auriez pu peut-être dire quelques mots de plus sur la question du performeur comme prolétaire, comme l'artiste comme prolétaire en tant que performeur. Voilà, si Dietrichson, il utilise d'autres exemples d'artistes ou d'autres, peut-être même des collectifs, je sais pas. Voilà. Non, à ma connaissance, il ne cite pas vraiment d'exemple dans ce texte. Moi, je pourrais vous donner la référence exacte la prochaine fois, si vous voulez. Il y a une série de textes. Certains ont été publiés dans le eFlux Journal. Donc, sur Internet, c'est disponible gratuitement en ligne sur le site de eFlux. D'autres ont fait l'objet de publications papier. Donc, il y a 2 livres sur la question de la valeur. Le premier est épuisé, mais vous pouvez le trouver dans les bibliothèques, qui s'appelle Surplus Value in Art. Et le second, qui vient de sortir il y a quelques mois, il faudrait que je vous retrouve la référence exacte, mais je pourrais vous l'amener la prochaine fois. Il a été publié par la Kunsthalle de Berne en Suisse, et c'est la suite de Surplus Value in Art. Et si ma mémoire est bonne, la question des prolétaires de la performance, c'est dans Surplus Value in Art, ou dans un texte qui s'appelle The People of Intensity, quelque chose comme ça. Mais je pourrais vous retrouver la référence exacte. Le peuple de l'intensité. Et c'est quelqu'un qui... Voilà, si vous ne connaissez pas son travail, c'est vraiment un des critiques les plus intéressants, il me semble, aujourd'hui. Il s'intéresse à toutes sortes de choses, dont la musique. Il était avant rédacteur au sein d'une très bonne revue musicale allemande qui s'appelait Spex. Et puis, il a écrit beaucoup de textes sur la musique contemporaine, la musique pop, les relations entre l'art et la musique, qui ont été traduits et regroupés en français dans un ouvrage aux Presses du Réel et chez JRP qui s'appelle Arguments Son. Qui sont des très beaux textes. C'est quelqu'un d'extrêmement précis et créatif et inspiré, je trouve. Il est professeur à l'école des Beaux-Arts de Vienne, je crois. Bah, merci. Ah oui, une question, oui. Bonjour. C'est peut-être pas très clair ce que je vais dire, mais est-ce que la performance aujourd'hui
avec les réseaux sociaux se joue dans une architecture très très privée, mais qui peut être partagée avec beaucoup de personnes. Est-ce que la performance maintenant a évolué dans ce sens-là, dans ce réseau très privé qui peut être chez soi? Il y a un artiste, j'ai oublié le prénom, qui fait beaucoup d'expériences avec des choses un peu stupides, des pattes qu'il essaye de couper, mais qui est beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. Mais c'est des sortes d'expériences aussi qui questionnent sur un quotidien, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas des espaces d'expérimentation qui se sont créés avec ce phénomène que les théoriciens, en anglais ça marche mieux qu'en français, mais ont conçu comme l'apparition de nouveaux types d'espaces dans notre contemporanéité, en anglais on dit space with no place. C'est-à-dire que Internet, les réseaux sociaux et les espaces auxquels on est connecté sont des espaces sans lieu. C'est des espaces qui existent, qui sont physiques, qui ont une réalité, mais qui ne sont pas tangibles comme celui-ci. Et donc, on est toujours entre deux espaces. Quand on est connecté, on est toujours ici et en même temps dans un réseau social, ou plusieurs à la fois. Et donc, on fait l'expérience d'un espace avec un lieu. On est dans un lieu, mais on est aussi dans d'autres espaces. Et donc, ça crée des comment dire, on pourrait dire des possibilités, des expériences de choses qui sont parfois dont je sais pas comment dire, la véracité est ambiguë. Et une artiste, par exemple, comme Amalia Ullmann, elle va commencer dans les années 2000, il y a à peu près 5 ans, 2014-2015, elle va proposer des œuvres qui existent au départ uniquement à travers leur apparition et disparition sur les réseaux sociaux. Et donc elle va utiliser ces espaces sans lieu vraiment comme des espaces d'exposition de son travail. Et elle va créer des fictions, des rumeurs, jouer sur les attentes, se créer en fait un public qui va vraiment constituer une communauté. Et elle va utiliser cet espace complètement autonome de l'espace du musée comme un véritable lieu d'exposition. Puis après, progressivement, elle va utiliser l'espace d'exposition comme un lieu qui va être connecté à cet espace sans lieu. Et elle va jouer sur les potentialités de ces deux registres spatiaux d'une certaine manière, de manière très intéressante et très précise. Et donc, c'est des espaces que, déjà dès les années 1990, des artistes comme Dominique Gonzalez-Foerster ou Philippe Parreno ou Pierre Huyghe avaient déjà un peu, ou Liam Gillick, avant l'omniprésence d'Internet et de la connexion continue et les réseaux sociaux, avaient déjà un petit peu pressenti dans leur exposition à l'Arc en 1995, par exemple. Toute une partie de l'exposition existait en dehors de l'espace d'exposition. Il y en avait une partie qui était dans un magazine, une autre se passait ailleurs, et des fois ça apparaissait, ça disparaissait. Et c'est un peu la même idée. C'est que, en fait, l'espace, il est, on va dire, il est en réseau. Et donc, tout ce réseau peut, à un moment donné, venir se connecter à l'exposition, qui est comme un lieu, une caisse de résonance de ces expériences qui sont semi-réelles, semi-imaginées à l'extérieur, et qui développent des temporalités parallèles et des synchronisations étranges parfois, mais qui créent en fait un imaginaire de la connexion qui est très fort et qui est très beau en fait, et qui est pas forcément à dénoncer, qui est à critiquer, à aborder de manière, je sais pas, on pourrait dire consciente et critique, mais qui est aussi est là de toute façon, et du coup les artistes s'en saisissent ou s'en préoccupent. Ito Steierl, l'artiste allemande aussi, parle de ça dans ses travaux, dans son œuvre de la Biennale de Venise, ou même dans d'autres, comme Comment devenir invisible, ou enfin, dans toutes sortes de vidéos qu'elle a pu réaliser ces 10 dernières années. Elle parle de cette relation à des espaces connectés où la réalité devient quand même assez floue, et la virtualité est une obsession chez elle.
qui fait qu'elle va utiliser dans ses œuvres, ce qui n'est pas du tout le cas de Lily Reynaud-Dewar ou de Amalia Ullmann, elle va aussi utiliser beaucoup d'œuvres faites avec les outils qu'on utilise pour se connecter. Elle va utiliser des navigations qu'elle fait sur Internet ou dans des jeux vidéo ou sur son téléphone, qu'elle va capturer, qu'elle va mettre dans ses œuvres. Donc du coup, en fait, elle va changer le point de vue sur l'image en plaçant cette question de la navigation au centre de son travail. Ça a aussi à voir avec les théories de Haroun Farokhi, qui dit que en fait, notre perception du monde, elle est devenue une perception basée sur l'idée de navigation, qui est une perception militaire de la réalité. Et le point de vue en fait de la personne qui est dans son char ou qui pilote son drone et qui navigue la réalité avec un viseur. Et c'est vrai qu'on est souvent comme ça en fait. On se déplace sur Internet de cette manière-là. Les jeux vidéo, c'est cette focalisation-là aussi. Et donc, elle essaye de révéler ce rapport au contrôle qu'on a à l'espace en montrant cette perception toujours un peu navigatrice du contenu digital. Bon, merci. Bonne soirée.